Et maintenant, je vais vous parler du financement de l'innovation en Israël. Alors, l'innovation en Israël, elle se focalise sur des sujets de pointe, la cybersécurité, l'automotive, l'agriculture de précision, la mobilité, les télécoms, donc des sujets pointus. Et ça nécessite du capital. Et donc, le premier venture capitaliste qu'on a rencontré, c'était Jérusalem Venture Partners. Et on rencontre donc le monsieur cybersécurité de JVP. Et là, il commence à nous dire un truc dans le genre, il faut que je retrouve, mais il dit, oui, ce qui nous distingue, c'est notre aptitude véritable à identifier les bonnes opportunités et à les faire croître pour en faire des global leaders. Je me dis, oulala, le pipeau total, là, on va voir. Et donc là, il commence à raconter qu'ils ont 20 ans, qu'ils ont investi dans 120 sociétés en Israël. Bon, tout très bien. Et puis, là, il dit, oui, et on a fait 36 des plus grosses sorties israéliennes. Une sortie, donc, c'est une entrée en bourse ou une acquisition. Et on a fait 12 introductions sur le Nasdaq. Alors là, je me dis, ouais, je vais écouter quand même avec attention. Et puis là, il commence à nous faire un exposé sur la cybersécurité. Il ne faut pas oublier, c'est un venture capitaliste. Il nous fait un exposé sur la cybersécurité, mais absolument d'enfer, avec toutes les complexités du marché, des acteurs dans le monde, les problématiques, les solutions, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Invraisemblable. Alors, quand il nous explique que sur leurs 2 campus, à Jérusalem et à Beersheva, ils accompagnent les sociétés dans la stratégie, la technologie et le business du début jusqu'à leur sortie. Je le crois. Je suis assez épatée parce qu'un peu avant, je ne croyais pas du tout. Et donc, je le crois. Et en fait, le panorama de la cybersécurité qu'il dresse, c'est que d'abord, si le malware, alors le malware, c'est l'ensemble des logiciels malveillants. Si le malware était un pays, son PIB serait de 1/3 de trillion de dollars. Et le coût aux pays qui sont attaqués se chiffre en plusieurs trillions de dollars, ce qui est absolument énorme. Que 100% des sociétés peuvent être attaquées en quelques jours, que seuls 25%, c'est sûr ça? Ah ouais. Que 25% ont le potentiel de se rétablir et que les cibles prioritaires sont les infrastructures. Donc le réseau électrique américain a été hacké, l'aéroport d'Odessa a été hacké, les avions, les hôpitaux, les banques, tout ça, c'est des cibles importantes. Alors, les menaces, elles sont énormes parce que, en particulier, l'arsenal de la NSA a fuité au printemps dernier et a été mis en open source sur Internet. Et donc, les bad guys, ils ont tout récupéré. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu donc des sociétés comme FedEx, comme Merck, subir des pertes considérables et quasiment être à genoux pour plusieurs centaines de millions de dollars. Le système de santé anglais, dont on a un peu moins parlé, également à genoux. Et donc, il y a une prise de conscience quand même que c'est grave tout ça. En revanche, il y a peu d'actions dans les entreprises. Le CEO, il se dit vaguement que oui. Mais après, c'est compliqué, parce que c'est un sujet très compliqué, que les talents sont rares. Et donc, on se dit, oui, mais alors, bon, d'accord, c'est important, mais on va le faire un peu plus tard. Ou bien, on peut se dire, oui, mais de toute façon, on ne peut pas résister à une attaque. Ou bien, mais de toute façon, nous, on est plutôt bien protégés. Nos serveurs, ils sont plutôt bien protégés. Donc, voilà. Sauf que avec les robots, avec les objets connectés et tout ça, on a rajouté une couche de vulnérabilité supplémentaire sur un système qui n'était pas, dont les vulnérabilités n'étaient pas résolues.
Et donc, de l'avis même du général Petraeus, ancien de la CIA, aujourd'hui, ce sont les bad guys qui ont l'avantage. Donc, c'est pas très rassurant tout ça. Et donc, nous, on dit au travers de notre think tank chez InnoCherche que en cybersécurité, on est dans la première ligue ou bien on joue pas. La première ligue, c'est qui? C'est les GAFA, c'est les bad guys et c'est Israël. Donc, il faut apprendre de gens qui savent mieux que nous. Et je pense qu'il faut, si on veut faire de la cybersécurité, il faut aller en Israël. Voilà. Donc, voilà pour JVP. Et on a également vu un autre investisseur, alors très innovant, parce qu'ils se sont dit, nous, ce qu'on va faire, c'est on va réunir les business angels du monde entier et on va, avec ça, créer un fonds où on va faire des entreprises formidables. Et donc, ils avaient leur journée où ils présentaient à la fois leur fonds et puis leur participation. C'était absolument passionnant. Et donc, à Our Crowd, ils ont quand même réuni 25 000 investisseurs dans le monde entier. Ils ont investi 650 millions de dollars dans leur participation, avec chaque investisseur doit investir au minimum 10 000 dollars. Et avec leur succès, ils attirent maintenant des fonds et donc ils vont aller vers d'autres aventures. Des fonds comme les fonds de pension, des gens comme ça. Et on a vu vraiment une quantité impressionnante de très très belles boîtes. Évidemment, je ne vais pas vous en passer beaucoup, mais je vais vous en montrer quelques-unes. D'abord, Rewalk. Qu'est-ce qu'ils font, Rewalk? Ils permettent aux paraplégiques de se lever, de marcher et de monter les escaliers. Quand même pas mal. Hein. Alors, comment ils font ça? Avec cet exosquelette très intelligent que je ne pourrais pas vous décrire. Mais enfin, quand même, faire marcher les paraplégiques, c'est quand même bien. Netafim, qui sont vendus donc à un Mexicain pour 2 milliards de dollars. Donc leur propos, c'est l'agriculture. Donc ils ont commencé il y a très longtemps avec le goutte à goutte, qui avait fait leur renommée. Et puis récemment, ils ont fait des solutions extrêmement intelligentes à base d'intelligence artificielle. Donc là, ils nous racontent comment avec la voiture, ils passent sur la propriété à irriguer et ils arrivent à l'autre bout et ils peuvent faire la proposition en 20 minutes avec tout ce qu'il y a d'infrastructures, de services, etc. Et donc, c'est à base d'intelligence artificielle, évidemment, et puis leur savoir-faire traditionnel. Et donc, ils vont prendre les données de la météo, du sol, de l'état de la culture qu'ils prennent avec les images satellites. La météo, c'est la météo. Et ensuite, ils vont pouvoir dire à l'agriculteur, c'est pas la peine d'arroser parce qu'il va pleuvoir demain. Il faut mettre un peu d'engrais parce que vu du ciel, ça n'a pas exactement la bonne couleur et tout un tas de trucs absolument sidérants. Ensuite, Zebra Medical Vision. Alors là, eux, ils disent, bon, il y a beaucoup de gens il faudrait faire beaucoup de radio, mais avec les docteurs, ça ne va pas le faire. Donc, on va faire ça. Vous nous envoyez un scan par un fichier. On l'analyse en temps réel et on vous donne en temps réel le résultat du diagnostic. Pour $1. Et enfin, Emprest. Alors, Emprest, ils sont à l'origine du système, dans le système militaire. Et c'est eux qui ont fait l'Iron Dome, c'est-à-dire le système antimissile israélien très connu. Mais ensuite, ils se sont dit, mais avec tout ça, on ne peut pas vendre grand-chose parce qu'il y a plein de pays où on ne peut pas vendre nos trucs militaires. Donc, ils se sont dit, mais on a toute l'intelligence artificielle, et en particulier, c'est eux qui ont fait l'intelligence de Netafim. Et donc, maintenant, ils se servent de ça pour irriguer tous les métiers. Et donc, dans cette Startup Nation, où ils sont formidables partout, moi, ce qui m'a impressionné, ce n'est pas tellement les chiffres, c'est les gens.
Il y avait par exemple un monsieur qui a un CV mais absolument long comme un jour sans pain, CEO des plus grandes sociétés de software américaines, etc., puis venture capitaliste, qui discutait avec 3 jeunes de 30 ans qui venaient de faire chacun une sortie, donc 3 startups qui venaient de faire leur sortie, qui avaient fait des sessions à PayPal, à Google, enfin voilà. Et il discutait avec eux d'égal à égal. Il discutait pas, moi le vieux à toi le jeune, moi grosse boîte à toi petite boîte, non, égal à égal. Et j'ai trouvé que c'était impressionnant. Donc en fait, c'est pas une histoire de taille, c'est pas une histoire d'argent, pas tant que ça. C'est une histoire de secret sauce. Et ça serait quand même intéressant de savoir, ce serait quoi à nous notre secret sauce. Voilà.